Donc, un petit peu d'anatomie, vous connaissez tous. La coiffe des rotateurs est formée d'avant en arrière des muscles subscapularis. Le supraspinatus s'insère dans la fosse supraspinatus et se poursuit en dehors pour aller s'insérer à travers le défilé acromiocoracoïdien et se terminer à la face supérieure du trochiter. En arrière, on a l'infraspinatus, puis le petit rond. Sur cette vue latérale, on voit que le supraspinatus peut rentrer en conflit avec la voûte sous-acromio-coracoïdienne, formée en haut et en arrière par la face inférieure acromiale et en avant par le ligament acromio-coracoïdien, autrement appelé le lac. On a une série intéressante proposée par Jacques Parier, qui est le médecin de Roland Garros. Donc sur 14 ans, il a constaté que 13% des consultations concernaient l'épaule. Les rapports du supraspinatus ont été étudiés au cours d'un smash, avec à l'élévation antérieure contact avec le lac, en position d'armée du bras, c'est-à-dire rétropulsion horizontale et rotation externe, contact avec la voûte sous-acromiale, et enfin en fouetté au cours de l'adduction horizontale, contact à nouveau avec le lac, aggravant le conflit, donc antéro et probablement aussi postéro-supérieur, comme l'a évoqué Antoine. Donc l'articulation acromioclaviculaire que vous a présentée Thierry peut participer également à la pathologie de coiffe du joueur de tennis, car elle est sollicitée dans les mouvements amples et répétés et à grande vitesse, et les gestes la mettant en compression, c'est-à-dire en fin de smash, en début de revers, et aussi en étirement, en attaque de coup droit ou en smash. Donc la biomécanique, on en a parlé aussi, on note réellement dans l'épaule du lanceur un déficit de la rotation interne aux dépens de la rotation externe. Elle a été constatée à 5 degrés d'amplitude pour 79 joueuses pour Kibler, 3 degrés pour 117 joueurs de tennis junior et 11 degrés pour les pitchers qui au baseball ont un mouvement encore plus ample. Les explications de ce différentiel seraient pour Job une distension de la capsule antérieure, pour Crockett la rétroversion humérale qui augmente la rotation externe par rapport à l'interne, et pour Burkhardt la traction de la capsule postérieure en fin de geste qui entraîne une fibrose et un décentrage de la tête. Les autres causes, conflit par surutilisation avec un décentrage antéro-supérieur pour Warner, et l'instabilité au smash ou au service, décentrage antéro-inférieur pour Landin. Donc cliniquement, les lésions de coiffe, l'aspect de l'épaule est souvent normal. On ne retrouve pas toujours un facteur déclenchant mentionné et la clinique va être évoquée par la dissociation entre l'amplitude active qui est conservée, malgré parfois un accrochage à partir de 70-80 degrés, et des amplitudes actives réduites, surtout en abduction, qui commencent souvent à 60 degrés. On relève également souvent un facteur de conflit. Ici, je vous ai mis une échographie de coiffe où on voit bien un feuillet du supraspinatus et la zone noire qui est l'épanchement, le double épanchement au-dessus et en dessous du feuillet. Donc, il y a une étude très passionnante faite par Jean-Louis Brasseur en 2004 à propos de 150 joueurs vétérans de compétition, moyenne d'âge de 35 à 77 ans, moyenne d'âge 55 ans. Elle concernait donc 150 joueurs. Il y avait 70 joueurs indolores. 49 étaient douloureux par intermittence et 31 fréquemment. Et les diagnostics échographiques retrouvés étaient 8 lésions du long biceps au bras dominant, 43 ruptures du supraspinatus à l'épaule dominante, dont 23 complètes et 20 partielles, contre 16 à l'épaule non dominante, et des calcifications du subscapularis, 23 à l'épaule dominante et 12 à la non dominante. Les anomalies constatées étaient également un épaississement de la bourse sous-acromiale de plus de 2 mm en présence de lésions de coiffe pour un P inférieur à 0,01 et des douleurs présentes en cas de rupture complète pour un P inférieur à 0,05. Certaines lésions échographiques, incluant rupture du supraspinatus et bursite, n'empêchaient pourtant pas la pratique du tennis en compétition et étaient parfois indolores. Donc, comme tu disais, Thierry, c'est pas parce qu'on constate une lésion d'arthrose à l'IRM ou quelque part que c'est en cause dans une symptomatologie. Il faut vraiment mener une démarche complète. L'évaluation des traitements par PRP, là on reprend un petit peu ce que tu as dit Virginie, par une méta-analyse, mais tout site confondu a été réalisé en 2014 à partir de 19 essais, dont 6 qui concernaient une réparation arthroscopique de la coiffe, 1088 participants sur une durée de 30 ans.
qui avaient une pathologie tendinomusculaire. Et les PRP avaient été traités contre placebo. En revanche, il n'y avait bien sûr pas de standardisation des techniques, donc on ne sait pas trop ce qu'on injecte. Et aucun bénéfice des PRP n'avait été relevé ni sur la douleur, ni sur la fonction à court et long terme. Et les effets secondaires n'avaient été évalués que sur 11 études. Donc bien sûr, cette technique-là mérite encore de nouvelles évaluations avant d'être déclarée comme recommandée. Les sutures chirurgicales de lésions de coiffe chez les joueurs de tennis vétérans ont été évaluées en 2002, donc on utilisait encore beaucoup la chirurgie. C'était à propos de 51 patients de moyenne d'âge 51 ans, jouant plus de 3 heures de tennis par semaine depuis 25 ans. 42 patients avaient été opérés chirurgicalement, 9 par arthroscopie. Ils avaient été revus en moyenne 57 mois après chirurgie. C'était une étude rétrospective. 47 étaient satisfaits, 40 avaient pu retourner au tennis environ 10 mois après la chirurgie et sans différence entre les techniques, donc permettant 80% de retour au sport. C'est une bonne chirurgie. Donc il y a une étude faite tout récemment par l'équipe de Nolay, vous reconnaissez les noms. Donc c'est aussi une méta-analyse incluant 25 études, 859 patients, dont 683 athlètes, avec un suivi moyen de 3 ans et demi. Parmi eux, 104 joueurs de tennis, 224 de baseball et 54 de golf. Et les réparations qui étaient là uniquement arthroscopiques permettaient 85% de retour au sport, 66% à un niveau équivalent et 50% au même niveau de compétition. Donc il y a eu une progression dans la chirurgie de coiffe de réparation. En conclusion, la coiffe est fréquemment atteinte chez les joueurs de tennis. On l'estime à la louche environ à un tiers, mais si on fait des échographies à tout le monde, ça sera probablement plus. C'est parfois asymptomatique et ça n'empêche pas toujours la pratique. En prévention, on recommande de renforcer la rotation externe par rapport à l'interne. Les PRP à ce jour ne sont pas recommandés et en cas de réparation de coiffe, si elle est requise, les résultats sont bons avec un retour au sport dans 85% des cas et 50% au même niveau de compétition. Je vous remercie de votre attention.